Alors bonjour tout le monde et bienvenue à un autre épisode. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec Sylvain Bélanger, auteur, thérapeute et enseignant. Il a écrit des livres, entre autres, comme Le Messager, qui est un récit initiatique, Mhm, et mhm. puis Le décodage intuitif aussi, qui est, Il est plus pratique, celui-là. qui est plus pratique. Puis c'est, dans le fond, ton cheminement, c'est surtout le travail énergétique avec l'intuition. C'est ça? Exactement, exactement. Donc bienvenue Sylvain. Je te remercie. Donc, ça va me faire vraiment plaisir de plonger dans le sujet. C'est un sujet que je trouve fascinant personnellement. Et puis, ton approche par rapport à la thérapie, l'intuition. Parle-nous un petit peu de comment tu es rentré dans ce domaine-là, à découvrir, si on veut le voir comme ça, ton don par rapport à l'intuition. Mhm. Ben, il y a plusieurs années, j'ai une amie à moi qui m'a invité à suivre un stage avec un guérisseur qui venait des États-Unis, qui s'appelait Ron Young, que peut-être certains connaissent. C'est quelqu'un qui était... moi, je ne m'attendais pas du tout à ce que j'allais vivre à ce moment-là. Donc, j'ai été là-bas avec un peu de curiosité, comme on est souvent curieux, parce que la guérison, c'est comme un sujet qui est assez... Il y a une trentaine d'années, même plus que ça, même une quarantaine d'années, que que ça a eu lieu, cet événement-là. Et quand je suis arrivé là-bas, bon, c'est un monsieur qui est très grand, plus grand que moi. Moi, je mesure 6 pieds 2, lui était encore plus grand que moi, un homme noir, mais très, très intériorisé au départ, puis très secret en tout cas, puis il dit des choses, mais très, très, en peu de mots, puis il nous fait vivre des expériences de méditation. Il y a des gens qui vivent toutes sortes de choses bizarres. Moi, je ne sais pas dans quoi je suis du tout, parce que je regarde les événements, puis je vois qu'il y a des gens qui se mettent à crier pour aucune raison, en tout cas dans ma façon de voir les choses. Puis progressivement, je me rends compte finalement que j'ai une grande facilité à faire des lectures intuitives, à Mm. faire des soins, que tout le monde me regarde un peu comme si j'étais, entre guillemets, une star, parce que j'avais une aisance que les autres n'avaient pas. Mm. Et c'est ça qui m'a comme fait comprendre quelque part que j'étais à ma place. Et puis cet homme-là m'a beaucoup inspiré aussi, Ron. Donc j'ai comme senti le besoin de le suivre pendant quelques années, puis de suivre ce chemin-là qui était pour moi vraiment très naturel. Par contre, tu vois, ce que je constatais, c'est que les gens qui étaient autour de moi n'avaient pas cette même facilité que moi. Donc, je me suis demandé si c'était moi qui étais tombé dans la potion magique, comme Obélix, ou que c'était simplement que j'avais une certaine aisance que les autres n'avaient pas. Puis je me suis dit, ben, si j'ai cette aisance-là, peut-être que j'ai quelque chose que j'arrive à maîtriser ou à apprivoiser plus facilement que les autres. Et après les 3 années, j'ai voulu développer quelque chose de plus concret, pratique, pour favoriser une méthode pour développer le travail intuitif et les soins. Et c'est comme ça que progressivement, j'ai développé une approche que j'ai développée aujourd'hui qui s'appelle la pleine conscience intuitive. Mm. À l'époque, c'était l'écoute imaginaire qui est devenue la pleine conscience intuitive et qui propose justement donc une méthode pédagogique pour développer ce qu'on appelle la clairvoyance, la médiumnité, les soins énergétiques, qui aborde tous les sujets un peu concernant ce milieu-là, en fin de compte. C'est ça, moi, qui m'a intéressé, c'est d'essayer d'appliquer une méthode qui soit la plus globale possible. Mhm. Et comme on discutait juste avant l'épisode, l'intuition, c'est un peu le fondement, ben, selon moi, de la conscience, mais c'est le fondement de la prise de décision dans le milieu des soins. Donc, j'apprécie vraiment ton approche, justement. J'ai l'impression que c'est un outil très, très puissant pour décider prendre les bonnes décisions par rapport aux soins qu'on offre aux autres. Donc, c'est quoi ta perspective par rapport à l'intuition et son rôle dans le milieu? Je sais que des fois, ta perspective semble un peu controversée par rapport à certaines pratiques. C'est quoi ta perspective par rapport à l'intuition puis Ben d'abord, le l'intuition, milieu je des soins? ne la mets pas seulement dans le soin. Tu vois, je ne voudrais pas que les gens pensent que l'intuition s'applique uniquement dans le soin. Oui. C'est vrai que l'intuition a énormément de domaines d'application. Il y en a une multitude, mais c'est vrai que dans le soin, parce que justement, j'avais suivi une formation avec un guérisseur et que ce guérisseur-là m'avait donc mis en lumière que l'intuition était quelque chose qui se développait, puisque j'y arrivais assez facilement. J'ai comme constaté que finalement, c'était pour moi une évidence que quand on fait un soin, on ne peut pas faire un soin à l'aveugle. On peut toujours dire, je vais faire confiance à l'énergie de guérison, tu vois, à l'énergie du bon Dieu, à l'énergie de l'amour. Je peux faire confiance à ça, puis je comprends très bien, puis c'est très juste aussi. Puis en même temps, moi, je me dis, mais quand tu es un professionnel, tu veux plus que ça. La personne qui reçoit le soin veut plus que ça. Elle veut une rigueur. Une rigueur qui fait que tu es capable de comprendre ce que tu fais Mm. et qui fait que tu es capable de comprendre comment le corps de l'autre réagit. Puis ça fait prétentieux, puis c'est vrai. Puis en même temps, ça a toujours été à quelque part une volonté. Je trouve que viser plus haut que plus bas, je trouve que c'est une bonne chose en général quand même.
Puis dans cette idée d'un soin, je me dis, bien, pourquoi ne pas combiner la lecture intuitive, la capacité à percevoir l'énergie d'une personne, avec le soin? Ça m'apparaissait quelque chose de complémentaire, de tout à fait plus enrichissant pour la personne qui le fait, mais aussi pour la personne qui le reçoit, surtout en fait pour elle, puisqu'on l'amène à devenir consciente de ce qui se passe pendant le soin, donc de comprendre finalement que quand on fait un soin, bien, cette personne-là, elle peut avoir des réactions, des résistances, pas parce qu'elle le veut. Ça, c'est très important aussi de bien le faire comprendre. On n'est pas en train de rendre responsable quelqu'un, on est en train de la rendre consciente que dans son corps, malgré elle, il y a des aspects d'elle qui peuvent refuser ou qui peuvent empêcher quelque chose. Puis que nous, notre rôle, c'est de favoriser l'apprentissage chez cette personne-là, de cette capacité qu'elle a d'accueillir justement ces soins-là, puis de les rendre de plus en plus aptes à la soigner en profondeur. Mhm. Ouais, c'est ça que j'apprécie, c'est que c'est très... il y a certaines personnes ou certaines façons de penser qui vont être très cartésiennes, basées sur des protocoles rigoureux. Puis toi, je trouve que tu as trouvé le juste milieu entre l'écoute aussi, qui est vraiment l'aspect plus intuitif, mais aussi avec une méthode. Donc, j'aimerais ça plonger là-dedans peut-être un peu plus. Comment est-ce qu'on développe cette capacité intuitive initialement? Puis comme tu dis, il y a un certain aspect de rigueur aussi, puis il y a des niveaux de développement, on dirait. Donc, comment est-ce qu'une personne peut commencer à développer son intuition, ses capacités intuitives? Bien, dans un premier temps, je dirais que le jeu, ça a l'air bête de dire ça, mais savoir jouer, c'est déjà une étape première, de redevenir enfant. Parce que pour moi, le développement de l'intuition, ça repose sur l'imaginaire. L'imaginaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si moi, je veux me mettre en relation avec toi intuitivement pour capter des choses de toi, ce que je vais devoir faire, c'est que je vais devoir prendre mon imaginaire puis déplacer ma conscience qui est en moi pour la déplacer vers toi. Donc, je vais déplacer ma conscience pour aller vers toi. Si je fais ça et je suis réceptif, je vais considérer qu'il y a des images, des sensations, des mots qui vont venir vers moi, qui proviennent de toi. Et si je reste dans une position de témoin, je vais m'adresser à ces perceptions-là, puis elles vont pouvoir me donner des réponses, elles vont pouvoir communiquer avec moi, et ces communications vont se faire dans le silence, donc tu n'interviens pas en quelque sorte, mais ces informations-là me dévoilent des informations sur toi que je vais pouvoir ensuite te transmettre en mots, et c'est comme ça qu'un processus intuitif se fait. Puis parallèlement, d'une façon combinée à ça, pour aller plus loin, j'ai considéré, moi, que la lecture intuitive était un élément important parce que ça permet donc de comprendre des choses. Mais maintenant, le soigner, ça m'apparaissait important. Il y a deux techniques que je combine avec la lecture intuitive. Il y a la déprogrammation de la mémoire cellulaire, qui, encore là, c'est un jeu. C'est que dire que moi, je peux voir, par exemple, un enfant qui pleure en toi, un enfant qui serait toi en tant qu'enfant intérieur, si on veut. Cet enfant-là pleure, bon, je pourrais dire, il pleure pour telle raison. Maintenant, la déprogrammation va consister à donner à l'enfant tout ce dont il a besoin pour qu'il cesse d'être dans cet état-là. Et en faisant ça, qu'est-ce qu'on va constater? C'est que dans la pratique, on constate que quand on donne à l'enfant ce dont il a besoin, il cesse donc d'être dans un état où il est triste pour finalement faire émerger des nouveaux comportements, un peu comme un potentiel évolutif qui l'animait, qu'on ne voyait pas parce qu'on le voyait triste. On ne se rendait pas compte que derrière cette tristesse-là, il y avait quelque chose de plus grand qui nous permet de comprendre finalement qui es-tu et vers quoi tu tends. Parce que, évidemment, l'enfant est une facette de toi qui est limitée, qui est figée dans son expérience de tristesse qu'elle a vécue à l'âge de 5 ans, par exemple. Et quand on a des programmes, on lui donne l'autorisation d'émerger, en fin de compte, puis de montrer quelque part quel est le vrai visage de l'homme que j'ai devant moi. Donc, on parle d'un enfant de 5 ans pour voir apparaître l'homme qui est en train de devenir, qui est en train de maturer, qui est en toi. Et ça me permet, moi, de te refléter cette nouvelle information-là qui montre un peu le chemin, finalement, de la maturité puis de l'évolution de ta personne. Et c'est ça qui va faire que les gens, pendant cette confirmation-là, habituellement, la réaction qu'ils ont, c'est qu'ils reconnaissent ce que je leur dis, mais qu'à quelque part, c'est peut-être la première fois que quelqu'un le nomme, donc ça vient comme confirmer en eux quelque chose de très fort et qui va favoriser sans doute, et bien fréquemment, c'est ça qui arrive, c'est qu'ils vont se sentir confirmés, donc ils vont se sentir encore plus appelés à amener le changement en eux. Donc ça, c'est la déprogrammation. Puis le soin. Donc le soin, évidemment, contribue à simplement chercher à rétablir la circulation énergétique dans le corps. Et ça aussi, plus la circulation énergétique se manifeste dans le corps, mais plus la personne se trouve dans une position d'équilibre. Et plus on est équilibré, mais plus évidemment l'expression de ce qu'on voit d'une personne équilibrée. Quand moi je te regarde puis tu deviens équilibré, je vois quelque part la plus belle version de ta personne. Donc moi, ce qui va m'intéresser, évidemment, c'est de voir tes perturbations, mais par la déprogrammation et les soins, de te montrer effectivement la plus belle version de toi vers laquelle tu tends. Donc on part donc de quelque chose qui peut apparaître négatif, mais on ne reste jamais sur la note négative. On essaie toujours de te proposer justement
de cette note négative, de découvrir quelque part qu'est-ce qui se cache derrière, finalement le potentiel évolutif, expansif, et que plus toi tu apprends à reconnaître ce potentiel expansif-là, bien, plus tu lui donnes sa raison d'être. C'est un peu, les neurosciences confirment beaucoup cette réalité-là. On a souvent, les neurosciences mettent en évidence que le cerveau a des circuits neuronaux qui se répètent, sont toujours les mêmes, et pour amener des changements, il faut créer de nouveaux circuits neuronaux. Et ces nouveaux circuits-là, pour moi, c'est ces potentiels évolutifs que j'essaye de mettre en lumière dans les lectures intuitives que je fais. Donc, c'est ça, si je comprends bien, cette mémoire, cette mémoire cellulaire, c'est un des aspects qui t'aide à te déprogrammer. Puis après ça, avec les soins aussi, les deux fonctionnent en synergie pour aider le développement de l'être humain. C'est bien ça. Exactement. Puis Ouais. la mémoire, mais quelque part, on doit comprendre que la mémoire, il y a en fait la conscience est animée par deux grands principes. Il y a la mémoire, on peut l'appeler la conscience limitative. La conscience limitative, c'est toutes les expériences qui sont associées à mon passé ou associées au passé familial, au passé de d'autres vies. Et ce passé-là, qui est limité, répète toujours la même expérience. Donc, s'il y a une expérience de victimisation qui est en moi, cette expérience de victimisation, elle va se répéter, répéter, répéter et répéter encore. Et on doit justement, à travers la déprogrammation et les soins, faire le travail pour justement libérer cette programmation-là, pour permettre effectivement que cette conscience-là, qui était limitative, devienne expansive, c'est-à-dire évolutive, qu'elle soit capable de se libérer de ces chaînes pour faire émerger de nouveaux comportements. Et c'est ça qu'on va chercher à faire tout au long d'une pratique de pleine conscience intuitive. C'est intéressant aussi parce que dans ce livre-ci, Découvrir votre spirale évolutive, tu parles aussi des 56 états de conscience, c'est bien ça, puis les archétypes. Donc, je trouve ça vraiment intéressant comment tu as décortiqué et tu as créé un cadre à un certain niveau pour que les gens qui sont peut-être en train de se développer, de prendre conscience de tous ces aspects d'eux-mêmes, ils aient des repères un peu plus concrets. Là, on parlait de l'enfant aussi, mais j'aimerais ça plonger peut-être un peu plus dans, tu as mentionné les familles d'âmes plutôt aussi. Je pense qu'il y a beaucoup d'aspects à l'être humain que toi, tu vois, que c'est pas nécessairement tout le monde, monsieur, madame, dans la vie de tous les jours, qui le voit. Donc, j'aimerais ça plonger peut-être dans des concepts que toi, tu considères lors de tes soins, que les gens n'ont peut-être pas l'habitude, entre autres les familles d'âmes. Oui. Ben, en fait, les familles d'âmes, ça vient d'où? Ben, les familles d'âmes, ça existe déjà. Il y a je pense qu'il y a plusieurs ouvrages qui parlent des familles d'âmes. Pourquoi moi, je suis arrivé avec ce livre-là, avec le concept des familles d'âmes, c'est que j'ai eu un rêve très, très fort, très significatif, qui m'a beaucoup interpellé, et dans lequel il y avait cette notion de famille d'âme qui était présente, et ça me donnait le sentiment que j'allais écrire un livre qui présenterait un peu comment l'être humain fonctionne, dans sa globalité. L'humanité, en quelque part, fonctionne aussi. C'est-à-dire que la spirale évolutive reflète cette famille d'âmes. Ces familles d'âmes-là sont 7 composantes humaines qu'on a tous. Ces composantes humaines-là, finalement, on les a tous, mais à des degrés divers. C'est-à-dire que moi, je peux être très à l'aise avec une famille d'âmes. Toi, tu peux être à l'aise avec une autre famille d'âmes complètement. Et on a tous, à quelque part, ces familles d'âmes-là à l'intérieur de soi. Si tu veux, je vais te les présenter. Oui. Donc, la première famille d'âmes, c'est les bâtisseurs. Et les bâtisseurs, c'est les gens, évidemment, qui sont très terre-à-terre, très concrets, qui ont 2 pieds sur le sol et qui cherchent à construire dans la matière selon les règles de la vie. C'est-à-dire que les bâtisseurs sont des gens qui arrivent sur Terre, ils ne comprennent pas comment la planète Terre fonctionne, puis découvrent que la planète Terre fonctionne selon des règles et des lois. Si je veux faire une maison, bien, il va falloir que je fasse une maison d'une certaine façon. Si je veux avoir des légumes, bien, il va falloir que je m'occupe d'une terre d'une certaine façon, et ainsi de suite. Donc, le bâtisseur, finalement, est vraiment connecté avec la réalité terrestre, puis il cherche justement à s'épanouir en tenant compte de cette réalité terrestre-là. Donc, il y a beaucoup de gens sur Terre, évidemment, qui ont développé ces compétences-là. Mais malgré tout ça, il y a des gens, aujourd'hui, moi, le premier, qui ne va pas être nécessairement... Je ne vais pas me considérer comme un bâtisseur tant que ça, parce que, justement, le bâtisseur, c'est quelqu'un qui est très à l'aise dans la matière. Moi, je ne suis pas particulièrement à l'aise dans la matière, donc je ne suis pas nécessairement de cette famille d'âmes-là en tant que dominance, tu vois, alors que d'autres gens le seraient beaucoup plus facilement. Puis, dans chacune de ces familles d'âmes-là, il y a des blessures émotionnelles qui sont associées à ça. C'est comme lui, c'est l'abandon, tu vois, par exemple. Donc, quand on est sur Terre, ben, la première chose qu'on quitte, c'est l'univers. Et on se retrouve sur la planète Terre, puis on espère que nos parents vont être capables de nous accueillir. C'est pas que nos parents ne sont pas toujours capables de nous accueillir, mais que nous, on peut arriver avec des exigences tellement grandes, tellement fortes, qu'ils ne sont peut-être pas toujours en mesure de le faire. Et il va y avoir donc des perturbations énergétiques qui vont en résulter. C'est-à-dire que le bâtisseur qui est nature à l'aise dans le monde terrestre, s'il est blessé, s'il n'est pas, donc il se sent abandonné, il va donc développer des perturbations énergétiques
qui vont se manifester à travers des conditions énergétiques comme le désalignement. Qui est comme si le chakra est comme un peu comme dans un état où on est blessé, ben, le chakra va se retrouver un peu comme, le champ énergétique va être un peu déplacé comme ça. Ça peut être hyperactif, par exemple, où le chakra va être dans un état d'hyperactivité parce que justement, par peur d'être abandonné, on va mettre beaucoup d'énergie dans le chakra en question pour essayer de compenser ça. Dans d'autres cas, ça va être l'hypoactivité, c'est-à-dire qu'on va se retirer parce qu'on a encore là, on ne veut pas souffrir, donc on se retire. Et ensuite, la surcharge, l'épuisement, que je n'aborderai pas nécessairement aujourd'hui, mais donc il y a eu plusieurs conditions énergétiques. Et finalement, l'idée de ça, c'est que chacune de ces conditions énergétiques-là, si je suis déséquilibré, hyperactif, par exemple, bâtisseur hyperactif, ben, j'ai une certaine façon de fonctionner. Si je suis bâtisseur hypoactif, j'ai une certaine façon de fonctionner. Par exemple, si je suis hyperactif, je vais être un matérialiste, quelqu'un qui va chercher à dominer la matière, qui va chercher à l'accumuler, qui va chercher à être tout le temps dans un processus de vouloir acquérir la matière. Alors que dans l'hypoactivité, ça va être plutôt la simplicité volontaire. Quelqu'un qui ne va pas vouloir justement, qui va vouloir le strict minimum, parce que justement, lui ne veut pas s'alourdir. Tu vois, c'est les deux grandes tendances humaines. Puis quand on regarde dans l'humanité actuellement, l'évolution de la conscience humaine dans l'humanité, on voit bien qu'on a une tendance beaucoup plus grande vers le matérialiste, tu vois, donc l'hyperactivité. Pourquoi? Mais parce que justement, on a vécu dans une société où on a valorisé beaucoup l'idée de l'abondance, l'idée de gaspillage, l'idée à quelque part qu'il fallait toujours finalement avoir plus. C'est la pensée qui a existé pendant longtemps. Ça commence à changer, mais c'est encore très présent encore. Donc ça, c'est pour le bâtisseur. Ensuite, il y a le communicateur, qui est la deuxième famille d'âmes, qui relie au chakra sacré. Et le communicateur, c'est que quand j'arrive sur Terre, ben, c'est pas écrit sur mon nom que je m'appelle Sylvain, que je suis comme ceci, comme cela. On n'a pas de mode d'emploi, on ne sait pas comment on fonctionne, on ne sait pas comment on est. Donc, à travers la vie, on découvre qui on est. Et cette découverte-là, évidemment, elle n'est pas toujours facile. Et c'est là qu'on va apprendre donc à accueillir Sylvain, accueillir tel que je suis, avec les qualités, les défauts que j'ai, etc. Puis, évidemment, l'objectif que j'ai, c'est de me sentir accueilli par mes parents, par les gens qui sont autour de moi. Puis la blessure émotionnelle qui peut arriver, c'est le rejet. Parce que justement, je ne parviens pas à me faire accepter comme je l'aurais souhaité. Donc, le communicateur équilibré, c'est quelqu'un qui cherche à être authentique avec lui-même, donc à se connaître, à s'accueillir, à s'apprécier, à s'accepter. Et il va chercher donc à être authentique avec lui-même et à être authentique avec les autres. Et rechercher que l'autre soit authentique avec lui. C'est dans un contexte humain, c'est deux êtres humains qui se rencontrent, qui sont authentiques l'un avec l'autre. Il n'y a rien d'extraordinaire dans ce que je viens de dire, dans cette notion d'authenticité. Maintenant, si on regarde socialement parlant, où est-ce qu'on en est dans la société aujourd'hui, ce degré d'authenticité est vraiment très faible. On ne recherche pas l'authenticité. En politique, il n'y a absolument pas d'authenticité. Et dans bien d'autres domaines, on pourrait facilement questionner ce degré d'authenticité-là. Donc, la blessure émotionnelle de rejet va entraîner donc l'hypo-l'hyper, comme je disais tout à l'heure, au niveau des chakras. Et dans le cas de l'hyperactivité, ça va être quelqu'un qui va être manipulateur. Donc, quelqu'un qui va vouloir justement, pour ne pas être rejeté, va essayer à quelque part de te convaincre de quelque chose. Donc, ça, c'est vraiment le manipulateur. Puis, d'autre côté, l'hypersensible dans l'hypoactivité. L'hypersensible, c'est quelqu'un, finalement, qui est toujours intériorisé dans lui, puis se demande, bon, pourquoi cette personne va regarder bizarrement aujourd'hui? Hein, pourtant... Puis, elle va rester dans cette espèce de réflexion. Elle ne va pas aller vérifier, elle va rien... Elle va juste, finalement, développer des scénarios dans sa tête, dans son intériorité, sans finalement être en interaction avec l'extérieur. Donc, elle va se retirer souvent, puis elle va être hypersensible parce que justement, elle va développer une susceptibilité de plus en plus élevée parce qu'elle va se raconter plein de scénarios qui ne sont pas nécessairement vrais, puis qui vont l'amener justement à avoir toujours l'impression qu'elle n'est pas acceptée, qu'elle est toujours rejetée, etc. Alors que finalement, ben, c'est peut-être pas le cas. C'est elle qui se construit cette histoire-là, tu vois. Donc ça va être pour le communicateur. Tu me suis, ça va? Oui. Dans la troisième famille d'âmes, c'est le guerrier. Donc, tout dans le développement humain, le guerrier, qu'est-ce que c'est? C'est cet être humain-là. On est tous désireux, un jour ou l'autre, d'être valorisé, d'être reconnu, en fin de compte, par les êtres humains. Alors, reconnu, ça peut être quand on est un enfant, on va être reconnu parce qu'on est bon dans du sport, on est bon dans les mathématiques, on est bon dans l'art, on est bon au ballet. Il y a plein de façons d'être valorisé. Puis malheureusement, il y a des gens qui, eux, ne sont jamais valorisés. Ils n'ont pas droit à ça parce que leurs parents sont trop occupés par toutes sortes de choses ou ils n'ont pas particulièrement de talent qu'ils vont développer, qu'ils vont mettre en lumière. Donc, on comprend ici que le guerrier, finalement, c'est celui qui est capable de porter sa lumière, d'incarner sa lumière. Ça veut dire qu'on voit quelqu'un qui est guerrier, rayonnant, qui est équilibré, et on va dire, wow, cette personne-là est bien ses souliers. On va constater que cette personne-là, elle dégage quelque chose. On va sentir qu'elle est à l'aise avec elle-même, tout simplement parce qu'elle est habituée à être rayonnante. Elle est habituée à être fière d'elle, elle est habituée que les gens portent un regard aussi, pas d'admiration, mais de quelque chose de cet ordre-là. C'est naturel pour elle.
Alors, ça, c'est le guerrier équilibré. Maintenant, évidemment, le guerrier équilibré, ben, il peut vivre une blessure émotionnelle qui est l'humiliation, qui va l'amener, évidemment, à sombrer dans les blessures hypo-hyper. Donc, l'hyperactivité, c'est le dominant, puis l'hypoactivité, c'est le dominé. C'est pas trop compliqué. Puis, évidemment, c'est un reflet de la société, encore une fois, parce qu'on voit bien que l'être humain, comment il fonctionne dans la société, ben, il fonctionne sur ce principe de dualité. Il y a des dominants, puis il y a les dominés qui sont là. Donc, les dominés ne veulent pas prendre de place parce qu'ils ne veulent pas être justement agressés par des dominants. C'est un rapport de force, finalement, qu'on retrouve beaucoup dans la société, encore une fois. Puis c'est certain que le guerrier équilibré, ce qu'il cherche à développer comme façon d'interagir avec l'autre, n'est pas dans un objectif d'être dominant, d'être dominé, mais plutôt d'être collaborateur. Je suis fort, je suis rayonnant, mais je veux que tu sois rayonnant aussi. Donc, je n'ai pas envie, à quelque part, de chercher à t'écraser. Je cherche au contraire à faire en sorte que tous les deux, on puisse développer une plus grande puissance. Et c'est ça un peu le sens du guerrier. Alors, ça, c'était donc la troisième famille d'âmes. La quatrième famille d'âmes, c'est les serviteurs, qui sont donc reliés au chakra du cœur. Les serviteurs, dans la tradition des chakras, c'est relié à l'adulte. C'est-à-dire que quand on est un adulte, on ne parle pas de l'âge à ce moment-là physique, de 18 ans, pour déterminer si on est un adulte ou pas, ou 21 ans selon les endroits, mais c'est plutôt l'adulte dans le sens de la conscience, de la maturité. Pourquoi on parle de cet adulte-là dans le chakra du cœur? Parce que le chakra du cœur est relié à l'amour de soi. Quand je suis capable de marquer le sol, de me tenir debout, de reconnaître mes besoins de sécurité, d'accueillir mes besoins affectifs et émotionnels, d'assumer mon pouvoir, ben, je peux arriver à me dire que je m'aime. Et quand je m'aime, ben, je suis dans une position où, souvent, dans cet amour que j'ai pour moi-même, j'ai envie de proposer à l'humanité ce que j'ai de plus beau à offrir. Et le serviteur, c'est un peu ça. C'est quelqu'un, finalement, qui est dans le dévouement, mais un dévouement dans lequel il va reconnaître l'amour qu'il a pour lui-même. Et le dévouement qu'il va manifester, c'est un acte d'amour parce qu'il s'aime. Ce n'est pas un acte dans lequel il s'oublie. Ce n'est pas un acte dans lequel il va se perdre dans les autres. C'est un acte dans lequel il assume ce qu'il est. Il va donc partager avec les autres êtres humains ce qu'il a de plus beau à offrir dans un désir, justement, d'améliorer l'humanité, la collectivité humaine dans laquelle il se trouve. Donc ça, c'est le serviteur dans sa version équilibrée. Et évidemment, donc, la trahison, qui est la blessure émotionnelle qui peut empêcher cette expression-là de l'amour, ben, va amener donc deux grandes familles, donc l'hyper et l'hypo, deux grands états. L'hyperactif, évidemment, c'est celui qui se dévoue. Il se dévoue en s'oubliant, parce qu'évidemment, il est trop tourné vers les autres. Et dans l'hypoactivité, c'est l'égoïsme. Donc, celui, à quelque part, qui est trop tourné vers lui. Alors, c'est un peu comme le concept de donneur. Le dévouement, c'est je donne, je donne, je donne. Et l'égoïsme, je prends, je prends, je prends. Et encore là, on retourne à la société, on retourne à nos relations humaines qu'on peut rencontrer, qu'on peut côtoyer. Des gens qui sont très à l'aise à prendre et des gens qui sont très à l'aise à donner, souvent, malheureusement. Et c'est ça, quelque part, qui nous ramène en tant qu'adulte à nous dire, ben oui, moi, je veux bien te donner, mais je veux bien recevoir. Ça, c'est la relation adulte. Alors, si quelqu'un est dans un objectif de se dire, ben moi, je donne, je donne, je donne, ben, on n'est pas obligé, à quelque part, de prendre, de prendre, de prendre. On peut très bien lui rappeler qu'il peut apprendre aussi à recevoir de la même façon. Donc, ça, c'est un peu le serviteur que je viens de présenter. Ensuite, le créateur. Donc, j'ai parlé que le serviteur, c'était un adulte. Quand on aborde les chakras supérieurs, la gorge, le frontal, le coronal, c'est l'ouverture vers le ciel. Donc, on parle d'états de conscience qui sont davantage inspirés par une forme de sagesse intelligente, une forme d'intuition, justement. Le créateur, c'est celui, justement, qui est un inventeur, qui est connecté avec le ciel, qui est connecté avec les courants créatifs et inventifs que l'humanité, que le monde de l'évolution de la conscience humaine manifeste. Puis comme il y a des antennes très hautes, il est capable de capter des choses que les autres ne sont pas capables de capter. Il est capable de proposer des inventions, des projets créatifs, etc., qui ont des longueurs d'avance sur les autres. Et souvent, évidemment, le créateur va être confronté à devoir proposer des super beaux projets, des super belles inventions, des super belles créativités, mais évidemment, la conscience collective n'est pas toujours rendue à l'endroit où il voudrait qu'il soit. Donc, il ne va pas toujours être accepté. Et ce qui va l'amener donc à vivre une forme d'injustice individuelle, c'est-à-dire qu'en tant qu'individu, il vit une injustice, qu'il a le sentiment que lui veut faire avancer la société, mais la société n'est pas toujours prête à le faire avancer comme lui voudrait. Ce qui va entraîner donc l'hyper-lipo de la même façon. L'hyperactif, c'est quelqu'un qui va devenir un dispersé parce qu'il va être tellement pris par plein de projets créatifs.
C'est un peu la personne, je ne sais pas si tu en as rencontré, mais tu sais, les genres de personnes, tu rencontres une journée, ah, comment ça va, puis là, tu te parles de 25 projets qu'elle est en train de faire aujourd'hui. Le lendemain, tu la rencontres de nouveau, puis elle a 25 autres projets dans lesquels elle est. Elle a une espèce d'effervescence absolument incroyable, mais il n'y a rien qui descend. Tu sais, ça reste là, dans son esprit, mais elle n'arrive pas à les actualiser parce qu'elle est omnibulée par toute cette créativité-là qui est en elle. Donc ça, c'est le dispersé. Puis d'autre côté, il y a le routinier. Le routinier, mais c'est celui qui a dit non, moi, la créativité, je n'en veux pas. C'est trop pour moi, ça me déstabilise. Donc, je vais faire ma petite routine, je vais fonctionner d'une façon qui m'est appropriée, qui ne dérange pas. Et quand on regarde la société telle qu'on est, ben, le routinier est fort. Parce que pourquoi? Parce que la société, qu'est-ce qu'elle encourage? Elle encourage le bon citoyen. Le bon citoyen, c'est le routinier. C'est celui, à quelque part, qu'on sait à quoi s'attendre. Il ne va pas faire des choses folles, il va être responsable, il va faire les choses comme dans les règles, comme il se doit, etc. Tu vois, donc, le créateur hypoactif est quand même quand même assez présent dans la collectivité humaine. Ça amène une question, une réflexion, en fait, tu vois, sur la conscience humaine actuellement, où est-ce qu'on en est en tant que collectivité, puis en tant qu'individu. Puis ça nous ramène de nous dire, bien, finalement, il y a des endroits où on est un peu comme dans le cas du créateur. Je pense qu'on n'a pas appris à faire confiance justement à ce potentiel créateur qu'on a tous et qui nous ramène à notre individualité. Parce que le créateur est un individu à part entière, tu vois. Il se sent libre. Et ça, dans la société, c'est pas toujours quelque chose d'acceptable, tu vois. Puis la sixième famille d'âme, c'est le philosophe, c'est le chakra frontal. Et le philosophe, c'est l'individu, justement, qui a développé ce qu'on appelle la synchronisation des deux hémisphères cérébraux, c'est-à-dire que l'intuition et le rationnel communiquent ensemble. Donc, c'est quelqu'un d'intuitif, puis en plus, il est rationnel. Et ça, c'est fatigant. Parce qu'habituellement, on assiste, nous, actuellement, dans la société, à soit un scientifique avec les grosses lunettes bien épaisses, ou l'intuitif, là, le gars qui est échevelé, puis qui te parle de trucs hurluberlus que tu ne comprends rien. Donc, c'est les grosses caricatures qu'on va retrouver. Alors que dans le philosophe, il y a une maîtrise. Ça fait de lui, quelque part, quelqu'un qui a une capacité de philosophie, de transmettre un savoir et de donner un savoir, finalement, qui est articulé. Donc, c'est souvent des grands penseurs, dans l'histoire de l'humanité, on en retrouve de ces grands philosophes-là, des gens qui ont pu avoir des intuitions, puis ont pu, à quelque part, étoffer leur intuition pour les transmettre à l'humanité, puis que l'humanité dise « Wow, c'est vraiment impressionnant ». À quelque part, ils ont accueilli ça avec « Wow, c'est quelque chose de profond ». Donc ça, c'est vraiment associé au philosophe équilibré. C'est souvent une personne qui est un conseiller aussi, parce que comme c'est quelqu'un qui regarde la vie avec une forme de sagesse, est capable donc de comprendre les événements de la vie, donc est capable d'aider un individu, tout comme il est capable d'être un conseiller par rapport à une collectivité, parce que c'est un être de sagesse et de maturité aussi. Donc, il est en mesure donc d'accompagner les gens aussi à travers cela. Et donc, la blessure émotionnelle qui est associée au philosophe, c'est l'injustice sociale. Donc, ce n'est pas individuel, c'est social. Pourquoi social? Parce que cet individu-là, finalement, n'a pas un impact sur un individu, il a un impact sur la collectivité. Et le mouvement qu'il met en place, c'est un mouvement, quelque part, qui va donc s'étendre dans la collectivité de façon significative. Puis, évidemment, si la collectivité l'accueille, bien, il va changer le monde, tu vois. Je prends un exemple qui peut-être moins... Je ne sais pas si tu le connais. Thierry Casanova, ça te dit quelque chose? C'est une personne, finalement, qui... je donne cet exemple-là pour illustrer ça. Tu vois? Puis c'est quelque chose qui est... C'est un mec qui s'est intéressé beaucoup à l'alimentation, aux jeûnes, etc., etc. C'est un Français. Et il y a à peu près 1 million de membres sur YouTube, là, un membre d'abonnés sur YouTube. Donc, il y a quand même pas mal de monde. Et il s'est avéré que, bon... Il a abordé des sujets comme la vaccination, bon, des choses comme ça qu'il ne fallait peut-être pas qu'il fasse, mais il le fait quand même. Et évidemment, la France s'est mis à s'intéresser à son cas, puis il s'est mis à avoir des problèmes. Mais tout ça pour dire finalement que l'exemple que je voulais exprimer là-dessus, c'est que on pourrait décrire cet homme-là comme un individu qui a une façon de voir les choses au niveau de la santé qui sont très intéressantes. Il va avec l'intuition et avec un certain la rigueur scientifique. Donc, ce n'est pas un hurluberlu, c'est dérangeant. Il est très suivi parce que, quelque part, il donne des informations qui sont très appropriées, très aidantes. Beaucoup de monde sont aidés par lui. Puis, évidemment, il devient tellement populaire que la société s'intéresse à lui. Bien, quand je dis la société, c'est les intérêts de d'autres façons de voir les choses. Par exemple, il peut y avoir le pouvoir pharmaceutique qui peut s'intéresser à un cas comme ça, qui peuvent être dérangés parce que, justement, lui propose des voies plus naturelles. Et tu vois, ça, c'est des choses qui vont amener cette forme d'injustice, une injustice dans laquelle lui arrive avec cette espèce d'étendue de savoir
qui peut donc amener un changement dans la collectivité humaine. Puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui dit, oh, OK, on va te mettre dans un barème, on va mettre des barèmes là-dessus là, parce que ça dégage un petit peu trop de vagues ton truc, et on va essayer de contrôler la chose. Donc, c'est un exemple que je vais, comme pour illustrer finalement que ça existe en quelque part, donc des influenceurs, des individus qui ont un savoir, puis qui ont envie de transmettre le savoir. Il y a donc une collectivité qui le reconnaissent. Puis évidemment, à un moment donné, on essaie de mettre des balises. Puis on retrouve ça également dans des mouvements spirituels, mouvements ésotériques, mouvements politiques sans doute aussi, où on essaie de garder un certain contrôle pour ne pas permettre à ces mouvements-là de prendre trop de puissance parce qu'ils changeraient le monde. Est-ce que le monde a besoin d'être changé? Peut-être. On ne va pas le dire fort, mais c'est peut-être possible d'envisager la chose qu'on pourrait le voir autrement, ce monde-là. Mais bon, c'est certain que le philosophe, c'est ça un peu son objectif. Et la septième famille d'âmes, c'est donc... attends, j'ai peut-être pas dit les... Donc, il y a la blessure, donc c'est l'injustice sociale. Il y a l'hyper et l'hypo qui vont en résulter. L'hyperactif, c'est le perché. Le perché, tu comprends ce que je veux dire par là? Ben, j'ai une idée, mais... Le perché, c'est le flyer. Oui, c'est ça. Hein, on pourrait voir ça comme ça. Le perché, c'est un terme français. Ouais. J'ai utilisé parce qu'à un moment donné, il n'y avait pas de terme si facile que ça à trouver pour ça, mais le perché, c'est celui à quelque part qui, justement, tu le vois en haut, tu dis hey, « Salut, ça va bien? » Oui, puis il est en train de lui, dans son monde, dans son univers, il est complètement, quelque part, pris par des concepts ésotériques, spirituels, toutes sortes de choses, mais il n'est pas sur la terre. Ça, c'est le perché. Et puis, d'autre côté, le scientifique. Le scientifique, évidemment, c'est le scientifique, comme tel que je le décris, c'est celui, quelque part, qui ne va jamais rien dire si ça n'a pas été démontré scientifiquement par l'être humain. Donc, je me rappelle, moi, quand j'étais à l'université en psychologie, il y a quand même quelques années de ça, il y avait la chose qui a fait que j'ai arrêté d'aller à l'université en psychologie, c'est qu'en psychologie sociale, il y avait la dame qui lisait son livre et qui disait que telle personne et telle personne avait découvert en 1962 qu'un homme qui embrassait une femme, ça procurait du plaisir aux deux personnes qui recevaient le baiser. Et puis moi, ça m'avait... J'avais deux bras qui m'étaient tombés parce que je m'étais dit, mais ça se peut pas, là, quand même, qu'on en soit... à raconter ça à l'université, de se faire dire des choses comme ça, alors que ça m'apparaissait un peu comme, ben oui, on est d'accord, je pense que c'est un fait. Donc, tu vois, des fois, à force de vouloir démontrer la science, à vouloir démontrer les choses, on devient quelque part très, très, très complètement éloigné de la réalité. On n'est pas dans l'actualité des choses. Moi, je crois beaucoup à la science. Je veux bien être clair là-dessus, mais évidemment, la science, des fois, peut vraiment se perdre dans cette volonté à tout prix de vouloir reposer sur ce que l'être humain connaît, etc. Je pense qu'on doit aussi être capable de reconnaître que l'être humain n'est pas seulement... il n'est pas juste là, on n'est pas juste sur le bout de notre nez, on est capable d'être plus grand que ça, plus vaste que ça, plus grand et immense que ça. Et c'est ça un peu que j'essaie d'exprimer à travers ça. Donc, évidemment, on voit ici encore là les perchés puis les scientifiques. Aussi, on connaît un peu ce qui est passé récemment avec les conspirationnistes puis je ne sais pas les autres comment les appelait, je pense que c'était je ne sais pas comment ils appelaient, les moutons blancs, les moutons... certains, péjorativement, les appelaient les moutons, mais je pense que c'était les gens qui avaient du sens, qui avaient du bon sens, les autres n'avaient pas. Mais tout ça pour dire quoi, je sais que c'est un sujet qui peut être chaud, ça, mais en fin de compte, la réalité de tout ça, c'est que finalement, le philosophe, qu'est-ce qu'il dit, lui? Lui, il dit quelque part, non, les deux sont out, ils sont dans des extrêmes. La synchronisation des hémisphères, c'est quoi? C'est de reconnaître qu'on doit finalement chercher à trouver une zone de sagesse dans le regard qu'on porte sur quelque chose. Et dans les deux cas, malheureusement, moi, je trouve qu'on s'est perdu un peu. Donc, l'idée là-dedans, c'est de retrouver la position de sagesse. La position de sagesse, c'est une position de réunification. Et ça, c'est difficile, parce que quelque part, on est dans un combat d'ego dans des situations comme ça, et ça fait qu'on n'arrive à rien souvent. On ne fait que simplement rester sur des positions, et c'est un peu dommage, et ça devient stérile comme situation. C'est bon pour les philosophes? Oui. Ouais. Et le spirituel, donc le spirituel, c'est le 7e chakra, c'est la chakra couronne, et le spirituel, mais évidemment, c'est celui, à quelque part, qui a le sentiment de réalisation. Donc, finalement, il a complété son cycle de vie, pourrait-on dire, il a complété ce qu'il avait à faire. Et parce qu'il a complété, bien, il y a un sentiment de joie, de bien-être, de gaieté, d'avoir, tu sais, un peu comme quand on a complété quelque chose, on est dans un certain sens libre, on n'a plus cette espèce de poids de réalisation, de devoir faire quelque chose. On a le sentiment, donc, d'avoir accompli. Et ça fait qu'on a souvent, on dégage quelque chose de très paisible. Ce qui va faire que souvent, les gens qui vont reconnaître les spirituels vont avoir envie d'être avec eux parce que justement, ce côté paisible est attrayant. Ils vont avoir envie tout le temps d'être blottis sur le spirituel. Lui, c'est un peu comme des petits chatons qui se promènent autour de lui. Donc, il va se laisser un peu envelopper là-dedans.
Et c'est ça qui va... Donc, lui, il n'a pas de discours comme tel. Tu sais, comme le philosophe, il a un grand discours, une grande réflexion, parce que lui, il veut faire avancer les choses. Lui, le philosophe, il a accompli et il est détaché. Donc, il n'a plus ce sentiment de vouloir accomplir quelque chose de particulier. Et c'est ça qui est l'expression de cette personne-là. Et il y a une injustice, une blessure émotionnelle chez le spirituel. C'est l'injustice spirituelle. C'est-à-dire que même si je suis dans une démarche spirituelle, je fais tout ce qu'il faut pour que le bon Dieu me récompense un jour, le maudit ne me récompense pas. Ça, c'est fatigant. Et c'est ça un peu l'injustice spirituelle. C'est le sentiment qu'on a beau faire tout ce qu'il fallait faire pour être reconnu comme on aurait dû l'être, et on ne l'est pas. Et là, on développe un problème d'ego. C'est-à-dire que notre ego devient un peu révolté. Et dans cette révolte-là, il peut y avoir comme deux accès, l'hypo et l'hyper, qui vont en résulter. L'hypo, bien évidemment, c'est celui qui va finalement se couper de Dieu, entre guillemets, de la spiritualité. Il va dire, ben moi, je suis un existentialiste, mais cet existentialiste, souvent, évidemment, va arriver à se poser des questions sur le sens de la vie, parce que justement, il n'y a plus cette essence, il n'y a plus cette connexion avec la spiritualité. Donc, il se lève le matin, il se demande pourquoi se lever le matin, pourquoi déjeuner, pourquoi dormir, pourquoi ceci, pourquoi cela. Il y a plein de questions, mais il n'y a pas de réponse. Donc, ce n'est pas confortable comme situation, mais c'est la situation qu'il a choisie. L'hyperactivité, c'est celui que, moi, je vais le nommer comme le sectaire. Le sectaire, c'est celui, à quelque part, comme il y a Dieu ne l'a pas choisi, lui se choisit comme étant le Dieu. C'est-à-dire que lui se reconnaît comme étant l'expression divine. Donc, il va finalement se prénommer comme étant celui qui va favoriser la transformation dans le monde, qui va amener des transformations, je ne sais pas trop quoi. Il va tomber dans une espèce de délire un peu égoïque, là, un peu narcissique aussi, qui va l'amener donc à faire croire, donc à croire quelque part qu'il peut changer le monde, ce qui peut être le cas, hein, ça peut effectivement se faire, mais souvent c'est quelqu'un qui est très, très porté par sa volonté justement de porter son attention vers lui et de chercher donc à, entre guillemets, dominer finalement son entourage parce que quelque part, il est Dieu. Donc, il incarne Dieu en quelque sorte. Tu vois? Et ça, évidemment, ben, c'est quelque chose qu'on retrouve dans le monde. Hein. De toute façon, ces situations-là, ce n'est pas des situations si exceptionnelles que ça, mais on sait quelque part que tous les êtres humains ont une fragilité. Notre ego est fragile et que quand on aborde la spiritualité, il y a beaucoup d'êtres humains qui vont sombrer dans cette facilité-là de l'ego, de vouloir finalement s'affirmer, chercher à faire valoir qu'ils sont spéciaux, qui méritent mieux, etc. Ils vont chercher à le faire valoir auprès des autres, etc. etc. Donc, tu vois, grossièrement, ça peut ressembler à cette famille d'âmes. On a parlé des blessures émotionnelles et on a parlé un petit peu des conditions énergétiques aussi. Donc, ça fait un peu le tour d'horizon sur la spirale. Et pourquoi cet effet, ça? C'est parce que souvent, les gens me disaient que moi, je suis un intuitif. Donc, l'enseignement que je donne, c'est développer, il y a plein de structures, mais à quelque part, je ne leur dis pas, ben A est égal à B. Non, moi, je leur dis, ben apprends à questionner, apprends à décrire, apprends donc à développer ce langage intuitif-là. Donc, la spirale évolutive, ça a été un peu ma réponse aux gens qui me disaient, ben moi, j'aimerais ça être plus encadré. Encadré intellectuellement parlant, relationnellement parlant. Donc, la spirale évolutive, elle sert de cadre, c'est-à-dire que c'est un langage, on essaie de donner une forme à ce qu'on va observer dans le champ énergétique d'une personne, dans plusieurs niveaux. Donc, le livre sert un peu à ce sens-là, à donner une rigueur intellectuelle par rapport à ce qu'on va percevoir dans le processus intuitif. C'est fascinant, Sylvain. Déjà là, tu as couvert tout ça, les familles d'âmes, mais en plus, il y a 56 aspects de la conscience totale. Fait que là, on en a juste couvert 7, mais j'ai l'impression que tu as décrit tellement de gens dans la société que déjà là, ça fait une bonne base pour les gens qui essaient de comprendre, décoder un peu la réalité, être capable d'avoir un langage ou des termes sur lesquels ils peuvent s'appuyer pour s'engager avec la réalité. C'est déjà une bonne base. Donc, au total, tu as développé 56 aspects à la réalité ou à l'être humain, du moins, des 56 aspects de la conscience. Comment est-ce que tu décrirais les autres? Dans le fond, là, on a couvert les familles d'âmes. En fait, il y a des domaines de vie dont on n'a pas parlé. C'est-à-dire que pour les 56 états de conscience, il y a donc 7 chakras, 8 états de conditions énergétiques, donc c'est ça qui fait les 56. Mais ensuite, les domaines de vie, c'est pour chacun de ces 56 états de conscience-là, on parle de l'enfant intérieur. On va parler de comment on s'exprime dans le domaine professionnel, comment on s'exprime dans le domaine relationnel, quelle est notre façon d'exprimer notre potentiel santé. On va également aborder la spiritualité, le domaine financier. On va parler également des archétypes, donc les mémoires d'autres vies, si on peut les appeler comme ça.
Donc, le système, finalement, que j'ai essayé de mettre en place, ça permet donc de dire, ben tiens, je vois que toi, tu es un bâtisseur hyperactif, admettons, mais le bâtisseur hyperactif, comment est-ce qu'il est en tant qu'enfant intérieur? Comment est-ce qu'il est dans le domaine financier? Comment est-ce qu'il est dans les relations? Comment est-ce qu'il est dans la vie professionnelle? Comment est-ce qu'il est, tu vois? On peut voyager dans une même personne avec une condition qui est le bâtisseur hyperactif, mais on peut aller porter plein d'attention. Puis en plus, le bâtisseur hyperactif que je peux observer, mais je peux constater que l'enfant intérieur du bâtisseur hyperactif, bien, ça s'avère qu'il est communicateur épuisé, tu vois? Tu comprends? C'est là que le langage intuitif devient... C'est quelque chose de fascinant, le langage intuitif, parce que le langage intuitif n'est pas prévisible. Alors que l'intellect, lui, cherche à mettre des concepts prévisibles. Ouais. C'est ça. Lui, il cherche à être sécurisé. Maintenant, l'intuition est quelque chose qu'on doit faire confiance, et l'intuition n'est pas quelque chose qui est sécurisant. C'est quelque chose qui nous surprend, en quelque part. C'est ça la vertu, c'est ça qu'on recherche de l'intuition. Ainsi, l'intuition nous répète toujours la même chose qu'on sait, bien, on va lui donner moins de valeur. Mais si on découvre la richesse du langage intuitif, bien, wow, on va être très, très heureux, tu vois. Oui. Bien, je pense que tu as développé un merveilleux outil. Et puis, après ça, je pense que c'est vraiment de développer l'intuition et utiliser l'outil. Fait que pour revenir encore au concept de l'intuition, j'ai l'impression personnellement que c'est beaucoup quelque chose de confiance, de foi. Est-ce que c'est des éléments que tu trouves qui sont importants dans l'intuition? Bien, c'est sûr que la foi, pour moi, ce que je dis souvent aux gens, c'est que la foi, c'est quand j'apprends à reconnaître que dans mon monde intérieur, il y a quelque chose qui existe et qui est vrai. Ça, c'est la première chose. Puis ça, quand on y pense, c'est essentiel pour tout être humain. Mais par contre, dans la société, on n'encourage pas ça. Parce que qu'est-ce qu'on demande à un enfant quand il est sur Terre, puis dans le contexte de l'éducation, etc., on lui demande donc d'écouter les parents, on lui demande ensuite d'écouter le professeur, ensuite d'être dans un cadre professionnel avec un patron, etc. On est tout le temps dans une relation avec l'autre dans laquelle on doit se soumettre à quelque chose qui est plus grand que soi. Alors que quand on apprend à la foi, cette fameuse foi intérieure, c'est reconnaître que la grandeur qu'on entre dans nous, elle existe. Et cette grandeur-là, elle sait bien des choses, puis elle nous permet de nous tenir debout devant quelqu'un. Tu vois? Tenir debout, c'est pas tomber, tu vois. On a souvent cette expression de tomber en amour, tu vois, qui nous donne l'impression, quelque part, je veux tomber en amour, mais tomber en amour, ça veut dire quoi? C'est perdre son pouvoir. Moi, j'ai pas envie de tomber en amour. J'ai envie, à quelque part, de garder mon pouvoir, mais d'être en relation avec des gens qui vont me permettre d'être tous les deux debout, échanger, partager, tu vois. Et je pense que c'est ça un peu cette fameuse notion de confiance intuitive. C'est pour faire confiance à son intuition, il faut arriver à développer la foi. Et la foi, elle va reposer sur quoi? Elle va reposer sur la certitude que ce que mon monde intérieur me communique, me transmet, a du sens et de la signification plus que toi, plus que les autres qui sont ici. Tu vois, de reconnaître quelque part que moi, là, je suis un individu à part entière et je me fais confiance parce que mon monde intérieur est plein de richesses, puis il me transmet plein d'informations qui me guident et qui m'orientent et qui me permettent de m'épanouir. Et c'est ça, quelque part, que tous les êtres humains devraient développer. Donc, l'intuition, finalement, qu'est-ce que c'est? C'est d'abord, avant tout, cette reconnaissance-là, que je suis vivant et que cette vie-là, quelque part, qui est en moi, bien, elle a le droit d'exister, puis elle a le droit de me parler, puis elle a le droit de me dire des choses, puis qu'elle a raison. Alors, tout ça, finalement, c'est quelque chose qui est révolutionnaire d'une certaine façon parce que, en général, l'être humain, c'est pas ça qu'on lui enseigne, tu vois. Mais c'est en même temps, c'est ça que l'intuition nous amène à découvrir. Absolument. C'est pour ça que, depuis qu'on en parle depuis tantôt, tu sais, je trouve que ça fait de plus en plus de sens que ce soit un outil de base pour tout soin, pour même une approche à la vie. Moi, personnellement, j'ai dû changer de ce paradigme-là de « OK, c'est le mental qui dirige », puis non, là, on passe à l'intuition qui dirige, de juste être à l'écoute au lieu d'être dans l'écoute de soi, au lieu de l'écoute de l'autre ou de schémas rationnels que les gens nous présentent, qui semblent faire du sens, mais que finalement, ça ne nous amène pas nécessairement vers notre plus grand chemin de vie. Au final, il y a une intelligence très, très grande qui passe à travers nous. J'aimerais ça savoir un petit peu plus comment toi tu perçois ça, parce qu'on parlait d'écouter cette sagesse, la sagesse de l'univers, si on veut le voir comme ça. C'est quoi, dans le fond, ton schéma de la réalité? Comment est-ce que les gens, on se promène dans ce monde-ci? C'est pas des choses qu'on voit avec nos 5 sens, mais pourtant, quand on écoute, on reçoit cette sagesse-là. Donc, comment ça fonctionne, ce processus-là? Mais si on est attentif à la vie, ce qui est déjà en soi pas si simple que ça, on prend le temps simplement d'observer. Et si on prend le temps d'observer, on constate, tu sais, quand il y a beaucoup de gens tu as sûrement déjà entendu des gens dire ça, peut-être que toi-même tu es arrivé à cette conclusion-là. Je ne sais pas pourquoi, mais je rencontre toujours le même genre de dynamique relationnelle ou le même genre de situation. Tu sais, c'est quoi
c'est bizarre quand même. Mais c'est quand même intéressant parce que déjà, c'est comme si l'univers nous parlait quelque part. C'est-à-dire que moi, j'ai un champ énergétique, j'ai un ensemble d'informations que je gère dans mon champ énergétique dont je ne suis pas conscient. Alors, si j'étais une victime, si je me suis senti victime à l'âge de 3 ans et que j'ai l'impression quelque part que je ne mérite pas d'être aimé, bien, quelque part, qu'est-ce que la vie va m'amener vers moi? Bien, des gens qui vont me confirmer que je n'ai pas le droit d'être aimé. Tu vois? C'est là, quelque part, qu'on comprend que l'univers me parle à travers ces événements-là. Il me demande quelque chose. Il me dit, toi, Sylvain, est-ce que tu es convaincu que tu ne mérites pas d'être aimé? Ou est-ce que tu crois quelque part que tu pourrais être aimé? Puis si c'est le cas, bien, on te fait la proposition, là, on te donne, vas-tu y aller avec cette personne-là, en sachant qu'elle ne t'aimera pas comme tu veux? Ou est-ce que tu vas accepter de faire le deuil? Ça va faire mal, c'est vrai, mais si tu fais le deuil, tu vas accepter que cette personne-là, elle s'en aille de ton chemin et tu vas te permettre d'accéder à autre chose qui va être plus heureux, qui va être plus bénéfique pour toi. Tu vois? Et c'est ça un peu, je pense, que quand tu me dis, par l'intuition, quelque part, de quelle façon que ça peut prendre forme, déjà juste ça, en observant ce que la vie nous transmet, nous met sur notre chemin, bien, c'est des défis. Et ces défis-là, quelque part, c'est toujours des défis intéressants à relever, parce que ça nous oblige effectivement à évoluer, puis à progresser, puis à cheminer. Alors, on a tous des chemins différents. Tantôt, on parlait de spirale évolutive, c'est-à-dire qu'on a des états de conscience qui sont différents, qui sont dominants. Donc, c'est normal que dans la vie de tous les jours, bien, on rencontre des défis, des obstacles différents aussi, parce que l'univers va nous mettre sur notre passage des choses qui vont nous demander donc de les relever. Mais que si on arrive à le faire, bien, je pense que c'est là qu'on commence justement à comme entreprendre ce processus de transformation qui nous rend de plus en plus connectés avec nous-mêmes. Parce que si je prends conscience que l'extérieur me transmet des informations qui m'obligent, moi, à me questionner sur mon intérieur, bien, ça veut donc dire que je vais apprendre donc à davantage être connecté avec ce monde intérieur-là pour m'ajuster à une réalité qui me convient mieux par rapport à ce que l'univers me transmet. Et c'est là, quelque part, que tout doucement, j'apprends à retrouver quelque part mon axe, si tu veux, mon alignement. C'est un peu une façon, sans aborder l'aspect intuitif comme tel, c'est quelque chose que si on prend le temps d'observer dans la vie de tous les jours, bien, on peut comprendre quelque part qu'il y a quelque chose de cohérent dans toute cette histoire-là, quelque chose de... C'est pas une... Tu sais, c'est pas quelque part, on pourrait dire, ah ben oui, mais ça n'a pas d'allure que ça soit comme ça. Oui, mais si on commence à regarder quelque part la vie, puis on regarde la vie de tout le monde, on se rend compte qu'il y a quelque chose de plus cohérent qu'on pense là-dedans. Il y a quelque chose de logique qui est plus grand que soi. Tu sais, qu'on pense à l'astrologie. Il y a plein de façons d'aborder la réalité qui nous fait bien comprendre qu'on est tout petit là-dedans, là, puis qu'il y a plein de choses qui se passent sur la planète et que nous, à quelque part, on est en fin de compte, on peut être simplement ignorant de ça, puis se dire, bon, c'est comme ça, je me soumets à ça, ou être justement conscient. Puis conscient, mais c'est de commencer à s'ouvrir à l'idée que c'est peut-être vrai, que l'univers, bien, effectivement, je peux collaborer avec lui, puis je peux chercher à créer un monde plus en harmonie avec moi en m'adaptant à celui-ci. C'est un peu comme si l'univers, c'était un miroir de notre conscience, puis en même temps, l'univers lui-même qui est notre meilleur enseignant. Tu sais, des fois, j'ai l'impression qu'on va mettre beaucoup d'énergie à croire qu'une certaine personne va être notre meilleur enseignant, mais selon ce que je comprends de ta philosophie, de ton approche, c'est que juste de regarder l'univers lui-même, ça devient notre meilleur enseignant, puis à travers les signes, à travers l'écoute de tous ces signaux-là, c'est là que notre conscience évolue vraiment. Oui, puis moi j'ai souvent tendance à penser que l'univers n'est pas nécessairement intelligent, dans le sens qu'il dit, ah ben tiens, je vais y mettre dans sa vie, à quelque part, une personne qui va y en faire baver. C'est pas comme ça que l'univers pense. Hein. L'univers, simplement, ce qu'il voit, c'est que moi, je dégage quelque chose, puis c'est une question de résonance, donc il va mettre sur mon passage quelque chose qui est en résonance avec qui je suis. Mais l'idée de ça, c'est pourquoi? C'est que moi, ce qu'il veut que l'univers veut, selon moi, c'est qu'il veut que je me réunifie à moi. Il veut que j'arrête de rejeter des émotions qui sont en moi avec lesquelles je ne suis pas à l'aise. Il veut au contraire que je sois en paix avec ces émotions-là. Et si je suis en paix avec ces émotions-là, ben, je vais me sentir plus unifié. Et parce que je suis plus unifié, ben, je vais dégager autre chose. Et là, l'univers va pouvoir me collaborer avec moi d'une façon différente parce que j'aurai réussi à franchir les épreuves qui étaient sur mon passage, qui étaient là au départ, tu vois. Alors moi, je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là qui est présent dans ce processus-là. Puis quand je regarde les lectures intuitives que je fais, j'ai eu des gens, des cas psychiatriques, j'ai eu toutes sortes de gens, des gens très malades, des choses comme ça. Puis ce que je vois quelque part, c'est que cette notion de dissociation, c'est-à-dire que les énergies que je me coupe de moi, sont des énergies quelque part qui vont, d'une part, gaspiller mon énergie vitale. Donc c'est ça qui peut favoriser des fragilités au niveau physiologique, au niveau de ma santé. Mais évidemment, au niveau psycho-émotionnel, c'est épuisant d'avoir des énergies avec lesquelles je suis en conflit et avec lesquelles je ne suis pas à l'aise. Je ne suis pas en harmonie avec moi, je suis conflit, je vais aller là, puis en même temps, une autre facette de moi va aller là. Et les cas psychiatriques, bien, quelque part, c'est quoi? C'est quand on est complètement morcelé.
C'est-à-dire que ces énergies-là, quelque part, sont tellement en conflit les unes avec les autres et sont tellement pas en coordination que la personne, quelque part, elle est complètement plus capable de fonctionner et plus capable de se retrouver dans son identité parce que ces états de conscience-là vont dans tous les sens, tu vois. Donc, je pense que le travail, évidemment, d'équilibre, c'est de retrouver l'unification. Cette unification-là, bien évidemment, elle passe par quoi? Mais je pense que tous les grands courants thérapeutiques l'ont trouvé. Au départ, en tout cas, la base, c'est la connaissance de soi. La connaissance de soi, c'est apprends à te connaître, apprends à voir tes blessures, aller voir qu'est-ce qui se passe en toi pour faire la paix avec ton monde intérieur. Puis si tu fais la paix avec ton monde intérieur, mais tu risques de dégager quelque chose de plus, de mieux, de plus équilibré, de plus harmonieux, et tu risques d'avoir une vie plus agréable aussi, tu vois. Mhm. Mais c'est super intéressant ce que tu partages. Juste pour le mettre en termes les plus simples, parce que là, on a parlé des chakras, des familles d'âmes, de plusieurs aspects, mais comment est-ce que les gens peuvent retrouver un équilibre et à un certain niveau guérir ou se réaligner, retrouver leur paix intérieure et leur équilibre et leur connaissance de soi, selon toi? Oui, continue. Ben, dans le fond, comment est-ce que les gens peuvent progresser vers ça? Parce que là, on parlait dans le fond des chakras qui a un déséquilibre à un certain niveau. Il y a un autre chakra, peut-être, qui a un déséquilibre à un autre niveau. Aussi, toi, tu considères le champ énergétique. Donc, après ça, il y a aussi la dissociation d'un aspect de soi. Donc, est-ce qu'il y a un chemin que tu considères qui est un peu plus étape par étape pour les gens qui ont peut-être besoin d'un cadre ou quelque chose qui est un peu plus concret pour eux, pour se dire après cet épisode-ci, OK, ben voici quelque chose que je peux faire au jour le jour pour progresser? Ben moi, je te dirais le plaisir. Le plaisir, ça peut... Il faut toujours mettre des nuances au plaisir, mais tu sais, quand on dit quelque part, pourquoi je me lève le matin? On pourrait dire, je me lève le matin parce que je dois aller travailler, parce que... Mais qu'est-ce qui fait quelque part que tu as envie de te lever le matin? C'est ça, quelque part, qui est fondamental. Moi, je pense que quand on nourrit ça, cette notion de plaisir, tu sais, le plaisir de retrouver quelque part la stimulation, l'envie de se lever le matin avec cette espèce de dynamisme qui fait quelque part qu'on est excité parce que justement, on sourit à la vie en quelque part, tu vois. Et je pense que c'est quelque chose qui, malheureusement, dans la société, évidemment, c'est pas valorisé, ça, encore une fois. Donc, c'est pas à tout le monde que ça peut s'appliquer. Il y a des gens qui vont dire « Ouais, mais moi, j'ai un travail, puis je dois faire ma vie. » Puis bon. Mais même ces gens-là, quelque part, il y a un petit espace qu'ils peuvent se donner dans une journée pour renouer contact avec la vie, renouer contact avec le plaisir, renouer contact avec l'harmonie. C'est quelque chose qu'on ne s'est pas habitué à se donner, puis en même temps, c'est essentiel. Quand on dit que, par exemple, quelqu'un pourrait me dire, ben moi, il y a des gens qui, des fois, j'ai déjà entendu ça, ils disent, ben moi, j'ai jamais été heureux, ou j'ai jamais été en harmonie avec moi. Tu sais, à quelque part, comment ça se fait que tu n'as jamais cherché à être en harmonie avec toi? Comment ça se fait que tu n'as jamais cherché à être heureux? Donc, ils vont dire, bon, qu'ils ont subi la vie, là, souvent. Et je pense que beaucoup de gens, quelque part, qui sont comme ça, qui ont subi beaucoup de choses. Et je pense que cultiver ce bonheur-là, quelque part, c'est vraiment une hygiène de vie. Tu vois, cette hygiène de vie-là, quelque part, si on a du plaisir, je ne sais pas, moi, aller prendre un café à tous les jours à tel endroit, quelque part, bon, c'est un petit plaisir. Mais ce plaisir-là, quelque part, peut déjà quand même être un signe, finalement, que ce plaisir-là entraîne d'autres plaisirs. C'est-à-dire que si ce plaisir-là est là, bien, j'ai peut-être un autre plaisir que j'ai envie d'exprimer, de manifester, etc. Je pense que le plaisir est vraiment un élément qui a l'air très simple, là, finalement, puis basique. Puis le plaisir, évidemment, c'est pas de tomber dans des excès du plaisir, mais de comprendre que le plaisir, finalement, ça nous donne cette connexion avec le vivant en soi. Et ce vivant-là, quelque part, nous ramène à quoi? Bien, il nous ramène justement à ce qu'on a envie de devenir aussi. Et le plaisir, quand j'ai du plaisir, je dis, ah, ben j'ai tellement de plaisir. Qu'est-ce qui ferait encore que je pourrais être encore plus heureux? Et ça m'amène vers cette version plus positive de moi-même, vers la version plus évoluée de ma personne. Et c'est là, quelque part, qu'on peut prendre un papier et un crayon puis se dire, bon, comment je me vois dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois, dans 6 mois, dans 5 ans. Bon, de commencer, quelque part, à mettre en place que malgré nous, même si on n'a pas une grande démarche intuitive, malgré nous, quelque part, on comprend bien que où est-ce que je suis aujourd'hui? Bien, je suis là. Mais dans 6 mois, mais je me vois à tel endroit. OK, comment je vais faire pour me rendre à cet endroit-là? Tu vois, malgré nous, il y a un chemin qu'on établit, on reconnaît qu'on est là, puis que si on veut se rendre là, bien, il va falloir passer par cette étape-là. Puis on émet l'hypothèse que c'est le chemin qu'on va se donner, puis on va essayer de le faire. Puis la vie va nous amener à des obstacles, on va rencontrer des difficultés. Et encore là, ça va nous amener, nous, à nous positionner par rapport à ça. Et si on ne se lâche pas, qu'est-ce qui va arriver? Bien, on risque d'avoir fait un chemin. On n'aura peut-être pas rendu à l'endroit où on voulait aller, mais le plus important, c'est qu'on a fait un chemin. Parce que le chemin, c'est ça le plus important. C'est pas de se rendre à tel endroit, mais c'est d'arriver à faire un chemin qui soit le plus en harmonie avec notre vie. Parce qu'à la fin de la vie, quelque part, il y aura une fin. Tu vois? Alors, la fin, finalement, bon... On peut toujours dire, ah oui, mais j'arrive à tel endroit, je suis encore prêt à mourir, etc. Oui, mais à quelque part, l'important, finalement, c'est quoi? C'est le chemin. Ce chemin-là, finalement, c'est si je suis en harmonie avec moi, que je suis épanoui, que
j'arrive à me sentir bien avec moi-même, puis je sens quelque part que je suis à ma place, c'est déjà beaucoup, tu vois. Donc, d'une façon très simple, c'est ça un petit peu que je te dirais par rapport à ça. Ouais, je pense que c'est une super belle boussole pour beaucoup de gens qui écoutent. Euh, le plaisir, parce qu'après ça, j'ai l'impression, ce qui arrive, on peut chercher les petits plaisirs, comme tu dis, un petit café ou des choses comme ça, mais éventuellement, on va arriver au plaisir qui est, dans le fond, l'expression de l'être. Tu sais, qu'est-ce que l'être à l'intérieur de moi désire faire, désire être, désire, tu sais, comment est-ce qu'il désire s'exprimer. Puis je pense qu'en cheminant comme ça va nous obliger à enlever certaines barrières ou ça va nous faire devenir conscients de certains schémas qu'on avait, qu'on doit laisser aller. Justement, peut-être des dissociations, des répressions de certains niveaux de soi. Donc, je pense que c'est une super belle boussole que tu partages pour les gens. C'est simple, puis en même temps, en continuant dans ce chemin-là, ça va révéler beaucoup de choses, là. Mhm. Ouais. Donc, pour continuer là-dedans, pour revenir à un autre point que j'ai vu dans ton livre, c'est la loi de l'attraction. Donc, tu parles de la loi de l'attraction et puis, comme on parlait, c'est le champ énergétique, il y a certains aspects de dissociation, on va attirer des fois des choses comme ça. Donc, pour guérir, ben là, on a une petite boussole, on a le plaisir que si on suit ça, j'ai l'impression qu'on va arriver à remarquer ces choses-là dans les aspects de nous-mêmes. Mais comment est-ce qu'on peut faire pour guérir notre champ énergétique? Parce que éventuellement, on va juste attirer ce qu'on aimait, comme tu parlais plus tôt. Donc, est-ce qu'il y a d'autres outils qui peuvent être utiles pour discerner les choses qui sont dans notre champ énergétique puis les guérir? Mais c'est sûr que la pratique de la pleine conscience intuitive est orientée dans cette direction-là. Oui. C'est certain que c'est ça le chemin. Maintenant, tu sais, je te dirais que, tu sais, si on prend le temps quelque part de s'observer, en psychologie, il y a beaucoup, l'aspect évolutif repose un peu sur le concept d'état de conscience. Donc, on reconnaît quelque part qu'il y a des façons de s'exprimer qui sont en nous, qui ne sont pas en harmonie avec qui on est. Par exemple, je vais donner un exemple, le paresseux. Hein, on pourrait dire, j'ai un paresseux en moi. Est-ce que Sylvain est toujours paresseux? Non, mais par moment, il y a Sylvain, quand il est dans cet état de paresseux-là, ben, il ne veut rien faire. J'ai pas essayé de lui expliquer. Non, il ne veut rien savoir, lui, ce Sylvain-là. Tu vois, à quelque part, c'est moi, ce Sylvain-là, mais c'est un peu comme si j'arrivais à le segmenter par reconnaître qu'il y a un Sylvain qui est paresseux. Tu vois? Et je pense que c'est intéressant, ça rejoint un peu la notion d'archétype, c'est d'apprendre à quelque part à reconnaître, mais ce Sylvain paresseux, finalement, pourquoi il est paresseux? Ben, peut-être parce qu'on n'a pas appris à accueillir certaines facettes de soi. Tu vois, c'est une première chose. L'accueillir, ça met en évidence le cerveau du ventre. Tu vois? Le cerveau du ventre, c'est les instincts, c'est les pulsions. Et je pense que nous, en tant qu'êtres humains, on a beaucoup appris à répondre à un certain standard. Le standard, c'est nos parents, nos professeurs, les exigences de la vie, et quelque part la société, qu'est-ce qu'elle veut de nous, qui fait qu'à quelque part, on a été obligés, nous, de se former sur un schéma de fonctionnement normalisé. On doit se comporter de telle façon. Et que le cerveau du ventre, lui, à quelque part, il n'est pas nécessairement normalisé. Lui, il peut être rebelle, il peut avoir envie de faire des choses différentes, etc. Et si on apprend à reconnaître, à quelque part, cette dimension un peu rebelle qui est en nous, puis à faire la paix avec, bien, qu'est-ce qui va arriver? Bien, c'est que justement, on va comme reconnaître que, par exemple, le paresseux en nous, il y a peut-être une raison d'être. Le paresseux s'exprime parce que, justement, il y a des choses qu'il n'a pas envie de faire, parce que, quelque part, ça le rebelle puis ça le révolte. Alors, si on apprend à l'apprivoiser, on se rend compte que cette facette-là de nous, quand on apprend à l'accueillir en nous, bien, on apprend justement à s'assumer dans cette dimension-là, par exemple, du paresseux. Et si on s'assume, bien, ça nous permet justement d'arriver à quelque part à s'aimer, le cerveau du cœur. Tu sais, le cerveau du cœur, c'est cette capacité que moi j'ai de m'accueillir, de me donner la permission de m'aimer à quelque part. Donc, je m'accepte avec le cerveau du ventre, je m'aime avec mon cerveau du cœur, puis si je m'aime, qu'est-ce qui va arriver? Mais quand on s'aime, on a des belles pensées pour soi-même. On s'aime, on trouve beau, on trouve intelligent, on se pavane un peu. Et évidemment, il y a quelque chose qui va monter vers le cerveau. On a des belles pensées, on commence à dire, hey, mon Dieu, quand je me trouve beau, puis que je me trouve fin, puis je me trouve intelligent, je me vois quelque part comme ce que je suis, comme j'aime être de ce que je suis, tu vois. Et ça amène à quelque part cette notion de wow, ça me permet d'émettre vers mon cerveau quantique. Le cerveau quantique, c'est le quatrième cerveau. Le cerveau quantique, qu'est-ce que c'est? Mais c'est quelque part cette capacité que moi j'ai de me donner la permission, effectivement, d'accueillir l'être que je suis réellement, tu sais, de l'intégrer dans mes propres cellules et de me donner la permission de l'actualiser, tu vois. Et je pense que dans ce sens-là, la notion de jeu de rôle, tu vois, comme le paresseux, l'insomniaque, le colérique, le timide, tu sais, on a tous des dimensions de nous-mêmes à quelque part qu'on peut reconnaître. Puis dans la spirale évolutive, c'est ça
mis en évidence un petit peu, parce qu'on a donné des noms à chacun des états de conscience, puis même, en plus, les archétypes, il y a plein de désignations là-dedans. Et toutes les désignations, finalement, reflètent à quelque part comme des composantes qu'on a à l'intérieur de soi, puis qu'on n'est pas tout à fait à l'aise avec. Donc, la première étape, c'est d'être à l'aise avec, c'est de l'accepter. Deuxième étape, c'est de l'aimer. Troisième étape, à quelque part, c'est de reconnaître que dans l'amour que j'ai pour cet état-là, ça m'amène à manifester un nouveau comportement qui est plus en accord avec moi, puis à m'amener justement à être capable de l'intégrer dans ma cellule à travers la conscience quantique, et donc l'ouverture justement de l'instantanéité, de reconnaître finalement que je suis devenu cet état-là, tu vois. Mm-hmm. Et tu parles de faire la paix avec, admettons, un aspect paresseux, un aspect rebelle, ou comment est-ce que, plus concrètement, on peut faire la paix? Est-ce qu'il y a des méthodes que tu trouves qui fonctionnent bien, faire la paix avec certains aspects de nous-mêmes? Bien, c'est sûr que je reviendrai. Donc, la pleine conscience intuitive, elle apporte dans la démarche thérapeutique, tout ça. Maintenant, pour faire la paix, il y a une chose que moi, j'aime bien faire, par exemple, c'est un genre de déclaration. Puis la déclaration, c'est oyez, oyez. Depuis quelque temps, depuis un certain nombre d'années, je me comportais de telle façon. Et ça me convenait. OK? Puis là, je me rends compte aujourd'hui que ça ne me convient plus. C'est pas contre toi, hein, c'est pas contre personne, c'est moi qui ai la responsabilité de reconnaître que pendant X temps, je me suis comporté d'une certaine façon qui n'était pas respectueuse pour moi peut-être, mais je l'acceptais de le faire. Donc, je mets le doigt sur personne, c'est sur moi que je le mets. Et maintenant, j'ai pris conscience que j'avais envie maintenant de changer ma façon de fonctionner. Alors pour ça, bien évidemment, c'est là que la notion de pardon peut s'exprimer, c'est-à-dire que là, je me responsabilise. Le pardon, c'est ça aussi qu'il faut comprendre, c'est que pour se pardonner, il faut reconnaître à quelque part qu'on a une responsabilité. Et que cette responsabilité, on ne peut pas donc la pointer vers les autres, on doit l'assumer. Et si je l'assume, c'est là que je peux me permettre donc de me pardonner, parce que quelque part, je déclare à tout le monde que je décide de changer, pas parce que j'en voulais au monde entier, mais parce que je devenais conscient que c'était plus possible de continuer comme ça. Et dans la guérison, une technique que moi, j'ai beaucoup aimé avec Ron, puis que j'ai beaucoup repris à quelque part à travers les enseignements, d'une façon un peu différente, mais qui m'a toujours plu beaucoup, c'est cette notion, à quelque part, de l'accueil. De l'accueil, c'est accueillir l'énergie. Alors, accueillir, c'est un peu comme, finalement, constater que nous, en tant qu'êtres humains, qu'est-ce qu'on fait? On va voir un dentiste, on va aller voir un médecin pour se faire opérer, pour se faire enlever quelque chose. On va aller voir un exorciseur pour se faire enlever une entité. On va aller voir un naturopathe pour se faire enlever des toxines. On va aller voir un énergéticien pour se faire enlever les mauvaises énergies. Tu vois? On se fait enlever beaucoup de choses. Et on oublie quelque part que finalement, le pardon, qu'est-ce que ça dit? Le pardon, c'est non, j'enlève rien. Je me donne quelque chose que je m'étais rejeté, que je m'étais refusé. Je me le donne à moi. Alors, c'est un acte d'amour. Et cet acte d'amour, finalement, il repose sur quoi? Mais il se repose justement sur le sentiment que je me réapproprie quelque chose. Et dans le chamanisme, on parle beaucoup de la perte de l'âme. C'est une technique, à quelque part, le retour, hein, on va se réapproprier l'âme. Alors, pour moi, le pardon, c'est un peu ça. Et quand on fait des protocoles, on se dit, je me pardonne 25 fois, quelque chose comme ça, c'est intéressant. Mais la chose première qu'on doit se ramener à ça, c'est pourquoi on se pardonne? On se pardonne de quoi? Est-ce qu'on a pris responsabilité? Est-ce qu'on a pris... Tu vois, il y a toute la démarche là-dedans. Mais je te dirais que c'est ça. Moi, cette façon de faire-là me plaît bien. Puis après ça, évidemment, quand on a pris le temps donc, de faire cette déclaration, on l'a fait pour soi-même, cette déclaration du pardon, du processus que je viens de décrire. Mais on peut aussi le faire à quelqu'un d'autre. On peut l'adresser à la personne en lui disant, regarde, je te fais prendre conscience que, bon, depuis quelque temps, je me comportais comme ça. Je me considérais que je me manquais de respect, mais j'en ai pris la responsabilité. Donc, on n'aborde pas du tout la personne, on n'agresse pas la personne du tout, mais on lui fait comprendre qu'aujourd'hui, pour moi, pas contre quelqu'un, pour moi, j'ai décidé de changer. Donc, je vais t'en informer pour que tu saches que dorénavant, je vais me comporter différemment que je faisais avant, toi. Donc, la personne, elle ne se sent pas agressée, elle ne se sent pas... de quoi que ce soit, on s'approprie vraiment cette position-là. Et dans cette position-là, bon, évidemment, on a des chances que la personne nous soutienne aussi dans le changement. Donc, c'est quand même favorable également d'entreprendre une démarche comme celle-là. Puis, évidemment, dans le pardon, évidemment, qu'est-ce que c'est que le pardon? C'est cette démarche de se réunifier. Hein, tu sais, on dit, je me pardonne à quelque part, je pardonne, mais c'est un acte d'amour. Et quand on se pardonne, finalement, qu'est-ce qu'on constate dans le travail de guérison? Il y a des techniques de guérison pour pardonner d'une façon vibratoire. Parce qu'on peut dire, je pardonne à quelque chose, mais si on le fait dans la vibration énergétique, on se rend compte que le pardon qu'on a dit n'est pas la route parce que l'énergie est toujours en résistance, tu vois. Donc, c'est pour ça que c'est souvent intéressant, effectivement, de reconnaître que le pardon, ça doit se faire à travers, justement, un processus
dans lequel on doit exprimer les choses telles qu'elles doivent être dites à quelqu'un avant de pardonner. On ne peut pas dire « je te pardonne ». Si je suis en colère contre toi, bien, je dois d'abord en tout exprimer la colère que j'ai envers toi. Si on veut faire une démarche, même si on l'a fait sans que la personne soit présente, qu'on l'a fait avec soi-même, il y a quand même un besoin, quelque part, de passer par des phases. Et quand on arrive à la déclaration que je disais tout à l'heure, mais souvent, c'est parce que, justement, on se sent en paix. À ce moment-là, on est capable de passer à une autre étape. Mais on doit quand même passer par les étapes précédentes où, s'il y a de la colère, de la frustration, du mécontentement, mais ça peut être bon de l'écrire, de la dessiner, de faire quelque chose avec, tu sais, comme pour s'en exorciser en quelque sorte. Et après avoir fait ça, on peut passer à l'étape de la déclaration. C'est super intéressant, justement. On dirait que il y a cet aspect de guérison de l'être intérieur à un certain niveau, des choses qui sont simples, mais de se donner de l'amour pour soi, puis de réconcilier. Puis comme tu dis, des fois, ça se passe pas juste au niveau du mental, parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui vont le prendre, puis même moi, dans mon expérience passée aussi, des fois, on est déconnecté, puis on peut le faire à un certain niveau mental, mais de vraiment passer à travers le processus que la conscience a besoin pour que la transformation se fasse au complet, je pense que c'est vraiment essentiel. Sylvain, tu nous as partagé énormément de perles de sagesse aujourd'hui. Je sais qu'on pourrait aller pendant longtemps, mais est-ce qu'il y a un autre message que tu aimerais partager à l'audience, quelque chose qui pourrait les guider dans leur transformation? Puis après ça, on va évidemment parler des ressources qui peuvent venir connecter avec toi. Moi, je vais partager une pratique à quelque part qui est quand même proche du développement de l'intuition, qui fait partie même de la démarche intuitive. Moi, quand j'ai commencé avec Ron, j'avais une amie qui faisait du yoga et puis il y avait des gens qui disaient à cette époque-là qu'avec la respiration, on allait acquérir le bonheur. Quelque chose de ce genre-là. Et puis moi, ça me faisait sourire, je m'étais dit, bon, respiration, acquérir le bonheur. Mais avec les recherches aujourd'hui, je dois admettre que j'étais dans l'erreur et que finalement, il y a donc la cohérence cardiaque, qui est quand même une technique quand même qui a pris beaucoup d'ampleur aujourd'hui. Puis j'aimerais peut-être en parler parce que justement, quand tu parles d'éléments concrets, puis c'est une technique simple et une technique finalement qui peut, sans être très, très profond dans l'investissement d'une pratique intuitive, on peut le faire très facilement sur YouTube. Il y a plein de vidéos qui montrent comment le faire. Et je trouve que c'est intéressant. C'est une respiration. Donc, on inspire 5 secondes, expire 5 secondes, tu vois. On fait ça pendant 5 minutes, à peu près. Et c'est une façon, quelque part, de rétablir la connexion entre le cœur et le cerveau. Et ça n'a l'air de rien, cette connexion-là, parce qu'on doit comprendre que pourquoi cette connexion-là est si importante. C'est que si le cerveau a des connexions nerveuses avec le cœur et qu'on cherche par la respiration à favoriser cette connexion-là, à la rendre plus fluide, bien, ça nous ramène dans le présent. Et c'est très intéressant, cette notion du présent, parce que qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, en tant qu'être humain, on est malheureux souvent? C'est parce qu'on traîne avec nous notre passé. Et le passé, finalement, je rentre dans une salle et je ne vais pas être capable de m'adapter à ce qui se passe autour de moi. Pourquoi? Parce que mon cœur va être tendu. Pourquoi il va être tendu? Parce qu'il va y avoir je vais interpréter la réalité de ce qui se passe autour de moi comme, OK, c'est des gens qui vont m'abandonner, c'est tous des gens quelque part qui vont m'humilier. Tu vois, on va rester dans nos appréhensions associées au passé. On ne va pas être capable d'être dans notre présent. Alors que la cohérence cardiaque, c'est ça qu'elle permet de faire. C'est qu'elle nous permet justement de nous reconnecter avec le présent, de retrouver une flexibilité du cœur, parce que le cœur, justement, quand il est tendu, c'est là que le battement ne se fait pas bien, puis c'est là qu'on voit que quand on fait un cardiogramme, un exercice de cohérence cardiaque, on voit bien quelque part que le cœur est super tendu parce que justement, il n'est pas dans une position de détente. Parce que la détente, c'est la flexibilité. Et quand le cœur est flexible, ben lui, il relaxe, puis il s'adapte à la situation de la vie. Il n'est pas dans une peur, il n'est pas dans une panique, il n'est pas dans une appréhension. Il est juste dans la réalité. Et c'est pour ça que la cohérence cardiaque, je trouve que c'est quand même quelque chose qui a l'air de rien, mais moi, j'invite les gens à la pratiquer régulièrement, plus qu'une fois par jour, plusieurs fois par jour même. Mais c'est très simple. Vous allez voir sur YouTube, vous allez voir, il y a des exercices de cohérence cardiaque où on vous montre très clairement comment faire le rythme respiratoire. Vous avez juste à le suivre, c'est vraiment facile. Ouais. Et c'est vraiment quelque chose qui peut être intéressant à permettre de développer, puisque la cohérence cardiaque, qu'est-ce qu'elle permet de faire aussi, c'est qu'elle permet de favoriser au niveau du cœur une conscience plus importante. Il faut savoir que dans la guérison chamanique, le cœur est très important dans le développement de l'intuition. Puis dans ma pratique aussi, évidemment, parce que je ne suis pas étranger à tout ça. C'est une logique à quelque part, c'est que entre la relation que j'ai avec la terre et le ciel se réunit dans le cœur dans la tradition chamanique. Et le cœur est donc une zone de grande, grande sensibilité et que plus on la développe, plus ça nous permet justement de favoriser ce voyage avec l'imaginaire. C'est-à-dire que c'est plus facile pour moi de me relier à toi de mon cœur
que de le faire ailleurs de mon corps. Tu vois? Mhm. Ma zone de cœur est une zone de sensibilité, de réceptivité et qui me permet donc d'être davantage réceptif à toi. Donc, dans ce sens-là, la cohérence cardiaque, elle ouvre la porte, et c'est démontré scientifiquement, à la créativité, à l'intuition, au bonheur, au calme, à la tranquillité, un sentiment d'apaisement, un sentiment d'adaptabilité, de collaboration avec les gens. Tu vois, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui ont été désignées par la cohérence cardiaque. Et même que les gens qui ont développé la recherche autour de la cohérence cardiaque, qui est une compagnie américaine, évidemment, dit que ça changerait le monde si tout le monde était dans un état de cohérence cardiaque. Il faut savoir que ce sont des Américains. Les Américains, on sait qu'ils sont très optimistes, mais en même temps, c'est ça quand même qui est proposé dans leur vision. Hmm. Ben, Sylvain, tu nous as partagé énormément d'outils, de façons de voir le monde qui, je pense, qui amènent une belle perspective aux gens. Et puis, c'est des choses qui, ultimement, comme tu dis, s'ils sont appliquées, peuvent changer le monde. Chaque petit aspect de reconnaissance de soi, si tout le monde, on cherche à être plus en cohérence avec soi-même, bien, évidemment, on va changer la vibration qu'on émet, puis on va changer la vibration qu'on émet en collectivité. Donc, merci beaucoup, Sylvain. Où est-ce que les gens pourraient te trouver en ligne ou s'y retrouver tes livres? Les livres, ben, moi, c'est Sylvain Bélanger, donc sur Oui. Amazon, ils peuvent les trouver tous. Oui. Ils peuvent les commander en librairie aussi. Puis sinon, ils peuvent me communiquer avec moi. Ben, j'ai un site Internet. Oui. C'est sylvainbélanger.com, entre autres. Ça, c'en est un. OK. Il y a plein de conscience-intuitive.com, mais avec des traits d'union entre pleine conscience et conscience intuitive. Là, des traits d'union.com, voilà aussi. Parfait. Merci beaucoup, Sylvain, pour ton temps. C'est moi qui te remercie. Tu nous as partagé énormément de perles de sagesse aujourd'hui.